Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui revient souvent dans différentes questions, mais indirectement. Il s'agit de l'impact qu'a la façon dont va se nourrir les pensées, les émotions, donc en fait l'information qu'on va absorber, l'impact que ça peut avoir dans nos relations. Souvent, on n'a pas forcément conscience de la façon dont on absorbe les choses, les événements, l'information. Et comme nous sommes dans une société qui est continuellement en flux d'informations, qui est hyper connectée, qui est hyper informée de tout, on a très vite comme une overdose de l'information. On a très vite plein de publicités, plein d'appels d'offres, plein de produits qui tout à coup vont améliorer notre vie, plein de propositions de vacances, de lieux de tourisme, de lieux, d'idées pour passer un week-end à droite, à gauche. Il y a toujours plein de choses à faire, de choses à voir. Et donc, c'est aussi d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui va susciter un peu le FOMO, cette fear of missing something, ce fear of missing out, je crois en anglais, donc le FOMO qui est un peu ce syndrome de la peur de passer à côté de quelque chose. Parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de choses à faire, que en fait, la liste de nos envies ne finit jamais. Et finalement, ça crée malgré tout une peur de manquer le coche, une peur de passer à côté. Quelque chose que j'ai entendu un jour à propos d'ailleurs, c'est vraiment que la liste de nos envies ne s'arrête jamais. Mais heureusement qu'elle ne s'arrête jamais. Si vous avez des to-do list ou des bucket list et qu'en fait, il y a toujours plein de choses dessus parce que vous n'arrivez jamais à tout faire, mais heureusement, parce que si vous arrivez à tout faire, si ce qu'il y a sur cette liste un jour s'arrête, eh bien, c'est que ce jour-là, c'est le dernier. Et donc, une belle vie, je suppose que c'est quand même une vie dans laquelle on a toujours des envies. On a toujours envie de créer quelque chose, de voir quelque chose. Jusqu'au dernier jour, on aura envie. Et tout ce que je peux espérer, d'ailleurs, je me l'espère pour moi aussi, c'est que le jour où je ne suis plus là, mais j'aurai une liste où il y avait encore des choses à accomplir. Donc, avoir des projets, c'est le propre de la vie. La façon dont on va, pour revenir à nos moutons, la façon dont on va nourrir notre cerveau, c'est impactant sur nos relations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toute information que vous allez absorber va impacter vos émotions et va impacter votre rapport au monde. Et donc, ce quoi vous allez absorber, est-ce que ça va générer de la peur, de l'anxiété, du souci, des inquiétudes? Ou est-ce que, au contraire, ça va générer de la curiosité, de l'envie d'apprendre, de l'envie de découvrir des choses? Parce que selon l'émotion que cela génère, votre rapport au monde va changer. Souvent, quand on est anxieuse, quand on a des soucis, on a tendance à se refermer sur soi. On a tendance un peu à s'isoler. Et donc oui, ça impacte notre rapport au monde. Parce que si on a tendance à se replier sur soi, on va être moins ouvert, on va moins communiquer, on va moins dialoguer. Et donc, si on est dans une relation, d'ailleurs là je parle relation amicale ou familiale, de couple, peu importe, mais donc la relation va s'en retrouver impactée. Si votre partenaire vous trouve replié sur vous-même, eh ben oui, ça va changer quelque chose. Comment le partenaire doit aborder cette situation?
Est-ce que votre partenaire va essayer de vous faire parler? Est-ce que votre partenaire va vous laisser un peu processer dans votre coin? À partir du moment où il y a la question comment mon partenaire va interagir avec moi si je me replie sur moi-même, il y a un changement de dynamique. À contrario, si vous êtes dans une période heureuse ou joyeuse, c'est l'été actuellement, donc vous êtes peut-être en vacances, vous êtes peut-être plus jovial que d'habitude parce qu'il n'y a pas la pression du travail et des réunions, il n'y a pas la pression des enfants à l'école, etc. Eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez cet esprit de légèreté qui va se faire ressentir dans vos relations. Il y aura moins de disputes, vous allez probablement partager plus de rires avec, votre entourage et cetera. Donc votre rapport au monde est là aussi impacté. Donc ça, c'est un premier point vraiment, comment ce que je lis, comment ce que j'écoute, quelles informations j'absorbe, impactent mes émotions. Et je vous invite vraiment à regarder au quotidien, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que les seules informations que vous écoutez, ce sont les informations de 20 h où tout à coup, le monde va très mal? Ou est-ce que quand vous êtes sur la route pour aller au boulot, vous écoutez un podcast qui vous motive, qui vous rend enthousiaste ou qui vous apprenne quelque chose? Donc vous voyez, je vous invite vraiment un peu à scruter, à avoir beaucoup plus de conscience sur ce que vous écoutez et voir: «Tiens, mais en fait, comment je me sens quand j'entends ce genre d'informations? Comment je ressens les choses à ce moment-là?» L'autre point aussi que j'aimerais aborder, c'est le biais de l'attention. Donc le biais de l'attention, c'est l'un des biais les plus connus. C'est par exemple ce biais-là, si vous êtes une femme et que vous voulez avoir un enfant, et tout à coup, il est très probable que vous voyez plein de femmes enceintes. Si, vous avez envie d'avoir, tel modèle de voiture, il est probable que tout à coup, vous voyez que ce modèle partout. Donc c'est un peu cette idée que ce à quoi vous pensez, ce sur quoi vous mettez votre attention va être amplifié. Vous allez porter votre attention sur ça. Donc autrement dit, le biais de l'attention, il décrit notre tendance à nous focaliser sur certains éléments pendant qu'on ignore d'autres. Et la recherche, elle associe plusieurs facteurs à ça. On ne va pas développer tout ici, mais les facteurs associés à ce biais de l'attention, ça peut être des facteurs extérieurs ou des stimuli, comme par exemple une menace perçue pour notre propre sécurité, ou alors des facteurs plutôt internes, comme la faim, la tristesse, etc. Donc, autrement dit, si on devait visualiser le biais de l'attention, on a 36 000 informations qui arrivent sur nous, et tout à coup, nous, c'est comme si on avait des œillères, on ne voit que ce qu'il y a droit devant nous. Donc, on perd un peu la vision globale et on ne voit que ce point central focalisé sur une chose. Donc, le biais de l'attention, pourquoi c'est important dans ce contexte sur l'impact des relations? C'est parce que ce sur quoi je me focalise chez l'autre, ce sur quoi je porte mon attention, va être ce que je vois chez l'autre. Si je suis en couple et que je suis agacée parce que, ses affaires traînent partout, parce que, c'est toujours moi qui m'occupe du ménage, parce que j'ai 36 000 raisons, en fait, de me plaindre. Si je me focalise là-dessus, eh bien, en fait, je ne vais voir que ça. Parce que j'ai ce biais de l'attention, je perçois quelque chose qui ne me convient pas, un manque d'organisation, un manque d'ordre, un manque, de tendresse, un manque de communication. Je vais me focaliser sur ça parce que peut-être que je le perçois comme une menace, peut-être parce que je le perçois comme, quelque chose qui va, moi-même me mettre en insécurité. Mais du coup, parce que je mets mon attention là-dessus, je ne vois plus que ça. Ça, c'est le biais de l'attention. Je ne vois plus tout ce qui fonctionne.
Et ça, on le voit beaucoup dans les couples, en fait. Quand au bout d'un moment, les couples sont ensemble depuis un certain temps et que les choses commencent peut-être à évoluer et on voit l'un des partenaires qui dit oui, mais c'est toujours pareil, mon conjoint, il fait jamais ci, il fait jamais ça, ou c'est toujours moi qui fais tout. Et en fait, quand on demande, mais qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne entre vous? Qu'est-ce qui fonctionne dans le couple? Ben, il n'y a plus personne parce que le biais de l'attention a tellement focalisé les choses sur la seule chose qui ne fonctionne pas dans la maison, dans la famille, qu'on a oublié en fait toutes les bonnes choses, toutes les choses qui fonctionnent encore. Donc, ce sur quoi je me focalise, évidemment, influence la relation, influence le couple, la relation familiale, amicale, parce que j'ai ce biais de l'attention qui va me faire un peu enlever ma vision à 380 degrés, me faire juste une petite vision focalisée droit devant moi. Je ne vais voir que ce qui ne me convient pas chez l'autre. Et pourquoi ça influence la relation? Parce que si je me focalise que sur ce qui ne me convient pas chez l'autre, quelle attitude est-ce que je risque d'avoir? Eh bien, une attitude plus défensive, une attitude de reproche. Donc, évidemment, là, j'engendre une dynamique qui va faire que mon partenaire va répondre à cette attitude-là. Qui m'amène d'ailleurs à la suite, mais je vous en parle juste après la pause. Vous vous sentez ignoré, sous-estimé ou non soutenu. Vous réagissez vivement parce que vous ne vous sentez pas respecté, ou peut-être préférez-vous garder le silence pour éviter la confrontation. Alors le programme Self Mastery est fait pour vous. Créé à partir de mon expertise en médiation, Self Mastery vous offre toutes les clés pour une compréhension mutuelle dans vos relations. Retrouvez la clarté pour identifier vos freins et être au clair avec vos attentes dans la relation. Alignez vos désirs avec vos besoins pour attirer à vous les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et enfin, retrouvez l'harmonie au sein de vos relations en reprenant confiance en vous grâce à un état d'esprit positif et la maîtrise de la gestion de conflits. Vous pouvez choisir de voir que l'inconfort de la crise soit une opportunité d'évoluer incroyable et non un frein. Alors n'attendez plus et rejoignez le prochain groupe de Self Mastery à l'automne 2024. Donc, je parlais justement du biais de l'attention et ça m'amène en fait sur un autre point de, de la façon dont on va se nourrir, dans la façon dont on va nourrir nos pensées et nos émotions, sur l'impact sur les relations, c'est un côté un peu plus énergétique, un peu plus subtil. Ce que j'entends par là, c'est qu'est-ce que moi j'émets à l'autre? Et donc j'introduis un peu cette notion d'émetteur et de récepteur. Quand dans toute interaction, dans toute dynamique relationnelle, on a un émetteur, un récepteur et ça, c'est en fluctuation constante. Ça, c'est tout le temps en mouvement. Donc, ce que moi je vais dire, la façon dont moi je vais agir, l'attitude que je vais adopter, la tonalité de ma voix va émettre des signaux, va émettre une fréquence énergétique. Cette fréquence-là, ces signaux-là vont être reçus par mon interlocuteur qui, du coup, est le receveur ou le récepteur. Donc la question, c'est de savoir, quand moi je m'adresse à l'autre, comment je me positionne? Et donc ça demande, une très grande conscience de soi, ce qui est l'un de mes piliers dans mon programme Self Mastery. C'est de vraiment pouvoir s'observer, se mettre dans le métaplan, donc s'observer soi-même en observateur et de voir, mais comment objectivement, comment est-ce que je me comporte à l'instant même où je parle? Est-ce que je suis impatiente? Est-ce que je suis agacée? Comment est la tonalité de ma voix? Est-ce que je parle fort? Est-ce que je parle, vite? Comment est ma posture? Est-ce que j'ai ma posture qui est plutôt défensive, donc en allant vers l'avant? Ou est-ce que je suis plutôt calme, posée? Heu et donc toutes ces informations-là vont émettre des signaux qui vont être reçus par l'autre et donc forcément, si vous arrivez vers votre interlocuteur en ayant une attitude impatiente, en ayant, une intonalité de voix qui est plutôt saccadée, qui va vite, qui est un peu, malgré vous, stressée en fait, où on l'entend quand une personne est stressée, on l'entend dans la voix.
eh bien, la personne en face de vous va recevoir ces signaux-là et réagir en fonction de ces signaux. Donc, si vous arrivez par exemple sur la défensive, peut-être que vous posez qu'une question, mais que la façon dont vous avez posé votre question, elle est sur la défensive, votre interlocuteur va peut-être réagir grâce à l'effet miroir en étant sur la défensive. Pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Parce que ça m'est arrivé dans mon couple de justement arriver euh, juste après avoir dit bonjour, j'ai une question, mais oui, mais je venais passer 1 heure dans les bouchons sur la route, j'étais fatiguée, j'avais faim, j'en avais marre, j'étais épuisée, j'étais agacée. Et donc, en fait, j'ai pas fait attention qu'à ce moment-là, la façon dont moi j'abordais la question était beaucoup plus sur la défensive. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, j'en ai pas encore conscience. Donc, moi, je pose ma question et mon conjoint, lui, réagit sur la défensive. Donc là, il y a deux possibilités. Soit je prends tout de suite conscience que j'ai émis un signal qui n'était pas le bon, soit je n'en ai pas conscience et je me positionne en victime en me demandant, mais pourquoi tu es sur la défensive? Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai rien dit, j'ai juste posé une question. Mais tout ce que je ne vois peut-être pas, oui, j'ai posé une question. Mais comment était la tonalité de ma voix? Comment était mon attitude? Comment était ma posture physique? Donc, la notion d'émetteur et de récepteur est essentielle dans les relations et j'insiste vraiment dessus parce qu'en fait, très souvent, on se positionne en victime. Pourquoi l'autre me répond comme ça? Pourquoi l'autre a dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'on a peut-être eu, je ne dis pas que c'est toujours le cas, attention, je ne dis pas ça, mais je dis juste que souvent ce que j'observe, c'est que finalement la façon dont les choses ont été émises au départ a envoyé une fréquence qui fait que la personne qui le reçoit va être sur la défensive. Donc ça, c'est évidemment comment est-ce que je nourris mon cerveau est importante parce que si ce que j'absorbe au quotidien, si les événements que j'absorbe ou l'information que absorbe va me positionner sur une posture, sur des sentiments d'impatience, d'agacement, d'irritabilité, on va être dans une situation dans laquelle ce que je vais émettre, les signaux que je vais émettre, la fréquence que je vais émettre, va ensuite être reçu d'une façon que je ne souhaite peut-être pas. Donc, c'est toujours bien d'avoir vraiment un discernement. Je pense que on ne peut pas avoir de discernement si on n'a pas conscience de soi vraiment. Et je pense que la conscience de soi, on en entend de plus en plus parler, c'est très bien, mais la conscience de soi, c'est pas faire un test quiz en 5 minutes sur Internet pour savoir quel est notre profil Myers-Briggs. La conscience de soi, c'est avoir la capacité de se refléter comme si on avait un miroir en face de soi et qu'on se voyait agir, on se voyait dire les choses. Donc, par exemple, je pense que ça vous est déjà arrivé de dire quelque chose à voix haute et de réaliser juste après, oh, c'est pas comme ça que je voulais le dire, ou ça n'a pas sonné de la façon dont je voulais. Et donc, la conscience de soi, c'est d'être capable, en fait, d'avoir cette réflexion-là avant même que ça sorte, que les mots sortent, que le geste soit fait, que l'action soit prise. C'est ça la vraie conscience de soi au niveau à laquelle je l'encourage dans mon programme Self-Mastery. C'est d'être capable de s'observer avant même qu'on réagisse, avant même qu'on agisse, avant même qu'on réagisse dans l'émotion. Et donc le discernement, l'esprit critique arrive avec ça, forcément. Parce que j'ai cette conscience de moi, je suis capable de discerner dans quelle situation je peux agir de telle ou telle façon. Le discernement et l'esprit critique me permettent déjà Alors, l'esprit critique va me permettre souvent de recevoir l'information et ensuite, avant même de voir comment elle m'impacte,
de réfléchir d'où vient cette information, de la décortiquer. Donc, d'où elle vient, qui la partage, sur quoi elle est fondée, etc. Donc, en fait, un travail un peu scientifique qu'on apprend quand on fait de la recherche, évidemment, mais que j'encourage aussi. Je pense que à partir du moment où on lit les journaux, où on entend les informations, on devrait pouvoir apprendre à trier l'information. Et donc, l'esprit critique vient jouer là-dessus. Le discernement, c'est très intimement lié, va permettre de vraiment savoir, selon les événements, selon la situation, par rapport à mon système de valeurs, par rapport à mes croyances, à quel point ce que j'expérimente là, cette situation est alignée. Est-ce que c'est aligné à mes valeurs ou pas? Donc, c'est au-delà, alors pour vraiment vulgariser, simplifier à l'extrême, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Sauf que moi, je ne fonctionne pas forcément en soit c'est bien, soit c'est mal, parce que j'estime qu'il y a une palette de vérité où ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément pour l'autre et vice-versa. Donc, l'esprit critique, le discernement, c'est ce qui est en fait un produit de la gestion émotionnelle. C'est un peu un cercle vertueux parce que la gestion émotionnelle va vous permettre de renforcer votre discernement, mais en même temps, de renforcer votre discernement va vous permettre d'avoir une meilleure gestion émotionnelle. Bah oui, parce que si j'arrive à mieux gérer mes émotions, eh bien, je vais pas forcément réagir tout de suite à quelque chose. Je vais avoir plus de discernement. A contrario, si j'ai plus de discernement, si j'affûte mon esprit critique, je vais être capable de me poser les bonnes questions au bon moment, au bon timing, et donc pas tout de suite réagir. Et donc, c'est finalement un cercle vertueux. Donc, pour finir cet épisode, ce que j'ai envie de vraiment favoriser ici, c'est de questionner l'intention avec laquelle on absorbe l'information. Et quand je parle de nourrir son cerveau, je parle d'absolument toutes les informations, toutes les ressources que vous prenez, à partir des livres, des podcasts, des films, des séries, des publicités que vous voyez dans la rue, quand vous conduisez sur l'autoroute, les panneaux que vous regardez, etc. Tout ce que vous absorbez, les conversations que vous avez avec vos amis. Est-ce que quand vous avez des conversations, c'est toujours pour parler de la situation politique ou des peurs écologiques ou de ceci ou de cela, de tout ce qui ne va pas? Ou est-ce qu'il y a des conversations qui vous enrichissent vraiment? L'intention avec laquelle vous absorbez l'information va être le point de départ de tout ce cheminement, en fait, vers nourrir son cerveau de la meilleure façon possible, qui vous permette vous-même de vous épanouir, mais aussi de vous épanouir dans vos relations. Voilà ce que je voulais partager pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez également me poser toutes vos questions avec le lien en description et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un futur épisode. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.